Nos invités pour revenir sur les solutions d'Agnès Buzyn pour lutter contre le trou de la sécurité sociale. Camille Anglade nous a rejoint. Olivier Véran, donc député La République En Marche, docteur Gérald Kierzek et docteur Jérôme Marty. Merci d'être avec nous. Alors voilà, on a des chiffres évidemment. Le projet de loi de financement, il prévoit de réduire le déficit à 2,2 milliards d'euros l'an prochain. Pour atteindre cet objectif, la branche maladie devra réaliser plus de 3 milliards d'euros d'économies, notamment dans les hôpitaux, un niveau plus vu depuis 17 ans. Les économies, les dépenses utiles, Olivier Véran, c'est une musique qu'on entend souvent, j'allais dire chaque année ou chaque quinquennat, ou en tout cas là, dernièrement, Fillon durant sa campagne avec un objectif pour 2020 pour remettre l'équilibre, pour remettre la Sécu à l'équilibre. Alors, pardon, si l'objectif peut être partagé de réduire le déficit de la Sécu, la méthode, ou plutôt le remède, n'est pas du tout le même. François Fillon parlait plutôt de dérembourser des soins, il parlait de petits soins, de petits rhumes, de gros rhumes. Nous travaillons sur les structures, nous travaillons pour améliorer la pertinence des soins, la qualité des soins. Vous avez raison de dire que ce n'est pas un sujet qui est neuf. La pertinence, on en parle depuis 10, 15 ans. Les référentiels, les recommandations internationales, les objectifs évoluent énormément. Les hôpitaux ne sont pas du tout des structures figées, incapables de bouger. Au contraire, les hôpitaux absorbent énormément de réformes, on leur demande énormément d'efforts, de développer l'ambulatoire, ils le font, de réduire les durées de séjour hospitalier, ils le font. Maintenant, il y a un grand chantier qui est celui des actes redondants, c'est-à-dire quand vous avez par exemple un malade, j'en avais un ce matin, il a un bilan biologique qui est fait en ville, il arrive à l'hôpital, on refait le même bilan de façon systématique, et puis des actes qui sont moins pertinents, c'est-à-dire comment est-ce qu'on colle mieux aux recommandations en matière de bonnes pratiques sanitaires, et parfois ça permet de faire des économies, et c'est parfois mieux pour la santé des malades. Mais les professionnels de santé sont capables d'évoluer de façon remarquable. Depuis des années, ils le font. Donc, il ne faut surtout pas partir du constat que la situation est figée. Au contraire, la situation évolue toujours et régulièrement. Bon, on va voir exactement, cas par cas. Évidemment. Vous êtes tous médecins sur ce plateau, évidemment. Mais évidemment, je vous interroge, vous, messieurs, parce que je voudrais savoir ce que vous pensez de cette révolution douce voulue par Agnès Buzyn. Docteur Jérôme Marty, c'est possible une révolution douce sur un dossier brûlant, un dossier explosif comme ça? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Déjà, on doit quand même constater qu'il y a un ton qui change par rapport au gouvernement précédent. Il y a une volonté quand même d'écoute ou d'aller vers les médecins, et ça c'est une bonne chose. Il y a un certain nombre d'articles du projet de loi de financement qui sont bons et qui montrent une écoute. Je pense à l'enlèvement de la dégressivité tarifaire, où là c'est une bonne chose. Je pense au recul d'un an de ce qu'on a fait aux dentistes avec ce fameux règlement arbitraire. Et puis au tarif des soins de suite, par exemple, le nouveau tarif qui a été repoussé aussi 2 ans. Ça va dans le bon sens. Après, il y a des choses qui nous inquiètent. On ne peut pas commencer une discussion en disant il y a 30% des actes qui sont non pertinents, ça fait quand même un acte sur 3. C'est très flou. Alors ça part d'un article ou d'un travail de l'Académie de médecine qui était extrêmement ciblé. Mais là, on globalise et dire un tiers des actes sont redondants ou sont non pertinents. C'est quoi? C'est un tiers aussi des médecins, c'est un tiers des lits. On parle aussi de fermeture de lits. On sait qu'on a un aménagement du territoire avec des déserts sanitaires qui sont un peu partout. Quand on commence à parler de fermeture de lits, ça nous inquiète. C'est ça. Alors je vous pose évidemment la même question, Gérald Kierzek, mais c'est vrai que ce chiffre 1 sur 3, ça semble assez dingue. Et on se dit, du coup, voilà, les hôpitaux, l'hôpital public est en première ligne. Ça le met aussi dans une position. C'est clair que l'hôpital public, il est en première ligne, puisque quand on parle de fermeture de lits qui seraient inutiles, alors moi je ne sais pas ce que c'est que des lits inutiles, parce que tous les jours aux urgences, on a un problème de lits. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des lits qui sont probablement mal utilisés. Donc il faudrait plutôt parler de redistribution des lits, de réorientation des lits vers des lits de gériatrie. Il ne faut pas oublier quand même que là, le PLFSS, c'est sur 1 an, et c'est un peu le problème, c'est qu'on est sur une gestion à court terme budgétaire, alors qu'on devrait piloter les choses sur 5, 10, 15 ans, et on s'aperçoit qu'il y a un vieillissement de la population, et que les lits de soins aigus, il faut plutôt les réorienter vers la gériatrie, il faut plutôt les réorienter vers des soins de suite. Donc sortir des chiffres, 20, 30 ou 40% à la limite, c'est pas le problème. Ce qui est quand même intéressant, et je rejoins Jérôme sur la pertinence des soins, c'est-à-dire que le discours est complètement différent par rapport à l'ancien gouvernement où on avait un discours qui était purement budgétaire. Là, on parle de qualité et de pertinence des soins. Par contre, si le diagnostic est bon, je pense que le traitement, il faut le faire participer avec les médecins. C'est capital de mettre des médecins, et y compris dans l'entourage de la ministre, parce que dans les remèdes qui sont proposés, je vois quand même un certain nombre de solutions qui ne sont que technocratiques, malheureusement. Or, ce que nous, on demande à l'hôpital, mais les confrères libéraux disent la même chose, c'est qu'on voudrait que les médecins, les soignants, de manière plus large, soient remis dans la gouvernance. On a été sortis depuis des années avec les agences régionales de santé. On a des technocrates qui pilotent la santé. Or, quand on veut parler d'utilité des soins, qui
mieux qu'un soignant peut parler de soins utiles ou inutiles. Ah oui, alors Olivier Véran, c'est intéressant sur l'aspect les lits inutiles. On se dit qu'effectivement, il y a certainement une redistribution, une réorganisation à penser avant de dire que ces lits-là, il faut les faire sauter. D'abord, peut-être rappeler qu'il y a des dizaines de milliers de lits d'hôpitaux qui ont fermé dans notre pays depuis 10 ans. D'une part, avec le développement de la médecine et de la chirurgie ambulatoire. Moi, quand j'étais assistant chef de clinique au CHU de Grenoble, j'ai ouvert un hôpital de jour de neurologie. Ça veut dire que, concrètement, des patients qui allaient passer 3 jours, 3 nuits à l'hôpital pour des perfusions, pour une sclérose en plaques, par exemple, maintenant ne viennent que 3 fois 2 heures, peuvent rentrer chez eux. C'est bien pour eux, c'est bien pour l'hôpital, c'est bien pour la Sécu. Donc quand ça se fait comme ça, c'est bien. Ensuite, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Il y a une injonction paradoxale permanente donnée à l'hôpital. Il faut que ce soit l'outil de proximité. Il faut qu'il y ait des hôpitaux partout. Il faut répondre à toute la demande partout. Il faut que ce soit l'outil de la formation, l'outil de la recherche, l'outil de l'excellence, et en même temps qui coûte moins cher. Il y a des établissements dans les territoires qui ne se parlent pas suffisamment. Il y a une réforme importante qui a été passée dernièrement, qui est les groupements hospitaliers de territoire, pour permettre au sein d'un territoire de santé aux hôpitaux de travailler ensemble. Voilà, l'objectif de fermer des lits n'est jamais un objectif en soi, je le dis très clairement. Jamais, jamais, jamais un objectif. Jamais. C'est intéressant parce que Camille, Agnès Buzyn, elle connaît le secteur. Elle connaît l'hôpital, la médecine de l'intérieur, Agnès Buzyn. Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on sent ce ton différent qui n'est pas forcément un ton politique. Elle l'assume d'ailleurs en disant je ne prends pas de poids politique, il faut du temps pour cela et s'emparer d'autres dossiers. Mais c'est aussi ce qui lui permet justement de mener cette réforme avec précision, avec l'accord, même si les médecins, vous trouvez, ne sont pas assez intégrés au débat et au dialogue. Mais n'empêche que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de résistance. Plutôt des médecins satisfaits du report du tiers payant généralisé pour des problèmes techniques, non, c'est pas votre notamment. Oui, c'est pas votre cas. Bon, tant pis. On a celui qui résiste, qui est en résistance. Mais en tout cas, mais et puis simplement pour terminer sur ce point, l'interview qu'elle donne dimanche dans le journal du dimanche hier est particulièrement complète et énorme. Elle annonce énormément de choses, Agnès Buzyn, pour ce plan de remboursement de la Sécu. Voilà, absolument, et notamment le bonus intéressement pour les établissements hospitaliers qui respectent l'efficacité, les garanties, etc., à favoriser l'ambulatoire. Bon, ça, c'est pas vraiment novateur. La promesse des lunettes, par exemple, remboursée à 100% l'an prochain. Donc elle s'engage, donc elle reste quand même assez politique également, puisqu'elle tient les promesses, ou en tout cas s'engage à tenir les promesses du candidat Macron. Exactement. Alors allons sur le tiers payant. Vous êtes d'accord moi je suis hospitalier, donc ça ne concerne pas le bien sûr, bien entendu. La réflexion très simple. Jérôme Marty. La réflexion très simple. Le gouvernement nous a dit le tiers payant doit être généralisable. Oui. Bon, le tiers payant, je rappelle que c'est la dispense d'avance de frais pour le patient. C'est déjà le cas depuis le 1er janvier 2016. Le tiers payant est généralisable de fait, puisque la loi dit que nous pouvons le proposer à tous les Français. Donc il est généralisable. Au 30 novembre, il devient généralisé obligatoire. La loi s'applique. Alors ensuite, qu'il soit mis en place dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, la loi sera la même. Tant qu'il n'y a pas une loi rectificative, nous restons sous le domaine de la loi de modernisation de la santé. Donc il n'y a pas de changement, pas réellement. Donc là, c'est des mots, mais l'acte réel, c'est la loi. On est dans un pays légaliste, la loi s'applique. Et le 30 novembre, le tiers payant devient généralisé, obligatoire. C'est pour ça que nous disons, attention, nous ne pouvons pas nous gaver, nous satisfaire de mots. Olivier Véran, là-dessus ? Le chantier technique du tiers payant, au-delà des conflits idéologiques qui peuvent exister, le chantier technique du tiers payant est monumental. Le Conseil constitutionnel a tiré le premier, il a censuré la possibilité de faire le tiers payant sur la partie d'assurance complémentaire. Ce qui reste donc, c'est la partie assurance maladie. Concrètement, si c'était appliqué demain, ça veut dire que le médecin devrait rendre la monnaie, ou en tout cas encaisser une partie des sous qui correspond uniquement à la part complémentaire et pas à la part sécu. Il y a un rapport de l'inspection générale qui montre que le chantier est quand même gigantesque, probablement un manque de préparation pour la mise en place pratique. Voilà, moi, ma position, elle est assez pragmatique. Les médecins, ce sont des gens pragmatiques. Ils ont du boulot toute la journée. Ils ont la tête saturée de travail. Si on leur met à disposition un outil pratique où on leur dit le patient vous donne la carte vitale, c'est terminé. Il n'y a plus de chèque à déposer, il n'y a plus à attendre. Ils le feront d'eux-mêmes. On n'est pas obligé de leur imposer, ils le feront d'eux-mêmes si le truc est vraiment pratique. Donc, à nous de montrer que le dispositif peut être fonctionnel. Là, aujourd'hui, c'est une loi qui peut s'appliquer, mais qui n'est pas assortie de sanctions. Je veux bien qu'on soit dans un état légaliste, mais clairement, au 1er décembre, si un médecin ne fait pas le tiers payant, il ne va pas recevoir un coup de téléphone de la caisse primaire d'assurance maladie. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on est dans une solution pragmatique. D'accord. Je voudrais pardonnez-moi, je voudrais avancer sur un autre point que j'ai relevé, que je trouve quand même intéressant, Gérald Kierzek. La ministre de la Santé, elle souhaite aussi lutter contre les opérations inutiles et les actes réalisés 2 fois. On sait qu'en France, on est quand même très bien lenti en termes de santé publique. On se dit qu'il y a
des actes réalisés 2 fois, qu'il y a des opérations inutiles qui sont pratiquées à l'hôpital public. Des interventions inutiles, j'irai pas jusque-là. C'est pas moi qui le dis. Hein. Sur des actes de scanner, par exemple, combien de scanners ou d'échographies sont refaits? Moi, je reçois un malade aux urgences, j'ai pas le scanner parce qu'il y a un outil. Et là, on revient sur le tiers payant généralisé où on n'a pas l'outil, on n'a pas la réforme structurelle. Sur les actes redondants, on a un outil qui nous manque, c'est le dossier qu'on pourrait partager entre professionnels de santé. Et vous arriveriez à l'hôpital avec le scanner qui a été réalisé en ville et il y aurait une fluidité des informations. On peut rationaliser, on peut avancer là-dessus. Vous pensez qu'il y a une marge et que ça peut effectivement... Pas en un an, avec une vraie réforme structurelle et d'organisation. Ça veut dire que ce dossier médical personnel qui avait été promis en 2004 par Philippe Douste-Blazy, à l'époque ministre de la Santé, qui a coûté quand même plus d'1 milliard d'euros pour finalement rien, puisqu'on ne l'a pas encore, ça serait la vraie réforme. Mais encore une fois, cette réforme, elle doit se faire. C'est pas une réforme de techniciens ou de technocrates, c'est une réforme avec des professionnels de santé, avec un cahier des charges disant voilà ce dont on a besoin avec les patients. Et avec des contrôles, je sais pas, je dis ça à Jérôme Marty, mais est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place une forme de contrôle Ça existe déjà, il y a quand même tous les établissements de France, qu'ils soient privés, publics ou participants au service public, sont soumis à la certification. Ils sont tous certifiés, ils le font tous les 4 ans et maintenant ils le font même autant le temps. Les certifications se sont complexifiées et elles sont maintenant centrées sur le soin et sur le patient. La question qu'il faut se poser, c'est à quoi ça sert ? À quoi ça sert si encore 30% des actes ne sont pas pertinents? Les certifications ne servent à rien. Aucun établissement n'a jamais reçu de bonus parce qu'il a été certifié avec des points forts. Par contre, ils sont sanctionnés. Donc c'est les doutes qu'on a sur la mise en place de surveillance. On nous dit qu'il y aura certainement des bonifications. Jusqu'à preuve du contraire, l'histoire montre que jamais il n'y a eu de bonification sur des surveillances. Alors là, finalement, vous êtes assez d'accord, j'allais dire. Donc on ne vous a pas mis en difficulté, Olivier Véran. Mais, et vous voulez absolument mettre en difficulté? Pas du tout, simplement on essaye de mettre le doigt sur des éléments. Vous avez dit le point essentiel, c'est-à-dire qu'il y a 3 médecins. Et la santé, il faut la redonner aux soignants. Et le vrai problème depuis 20 ans, c'est que cette gouvernance et j'aime pas le mot pouvoir, mais il y a quelque chose comme ça quand même. Quand vous avez une pression qui est mise sur les soignants, qui sont les professionnels, qui savent faire, qui savent ce qui est bon pour les patients avec les patients, quand vous avez une contrainte administrative, et la certification c'est un bon exemple par exemple, ça ne fonctionne pas, c'est inefficient et c'est même, j'allais dire, malveillant. Et quand on parle du climat dans les hôpitaux, de suicides de professionnels et de dysfonctionnement, c'est parce qu'il y a cette pression administrative. Donc il faut lâcher la corde. Les soignants, ils sont vraiment au courant des tarifs pratiqués pour certains examens, pour certaines opérations. Est-ce qu'ils ont tous ces éléments en main systématiquement? Oui, bien sûr. Mais notamment en médecine libérale où les actes sont cotés tous les jours. Donc le financier, ça fait partie du médical. Sauf que le choix, il n'est pas financier, il est sur un acte de pertinence médicale. J'ajoute à ce qu'a dit Gérald qu'il y a aussi au Parlement l'entrée de paramédicaux. C'est qu'on a des députés qui viennent du monde paramédical. Il n'y a pas que les médecins. On a des kinés, des infirmières, on a une aide-soignante qui est pas de mon bord, mais je suis très content qu'il y ait je suis quand même très content qu'il y ait des aides-soignants qui arrivent au Parlement. Ça permet de. Et puis on a aussi des usagers. Et je veux dire, la démocratie sanitaire, c'est aussi s'appuyer davantage sur les usagers du système de santé. Ils ont leur mot à dire. Donc faut pas opposer techno et médecins. Il faut se dire qu'il faut qu'il y ait de la place pour l'ensemble des acteurs et les patients en font pleinement partie. Donc. Jérôme Marty, et je voudrais juste vous poser une question. Très rapidement, il faut absolument que notre démocratie sanitaire devienne mature. Jusqu'à présent, elle ne l'est pas. On a une démocratie sanitaire qui est infantilisante, qui considère les patients et les soignants comme des enfants. Et il n'y a que l'administration qui gouverne réellement. La gouvernance doit être tripartite avec ceux qui sont le soin, l'administration, ceux qui font le soin, les médecins, et ceux qui vivent le soin, qui sont les patients. Les trois doivent être à même pouvoir, et même, j'irais même jusqu'à dire, avec un droit d'opposition. Ça, c'est la vraie maturité d'une démocratie sanitaire. Tout le monde doit avancer sur la même ligne, et le système doit se construire. Il est quand même fou de penser que le PLFSS se construit sans les médecins et sans les patients. La consultation, donc c'est clairement le mot qui revient là ce soir. La télémédecine généralisée, Olivier Véran, très fort des médecins. La concertation, vous avez oublié sur 2 points, ça ne m'avait pas échappé, et Camille Anglade non plus, j'imagine, mais d'abord sur la hausse du forfait hospitalier, de 2 € pour le TAFIR journalier en médecine, en chirurgie, en obstétrique et en soins de suite et réadaptation. Ça donne quand même 20 € contre 18 € actuellement. En psychiatrie, c'est 1,50 € en plus, donc 15 € au lieu de 13,50 €. C'est juste ça comme mesure ? Ce qui est important, c'est de réduire le déficit de la Sécu. Vous l'avez dit tout à l'heure en intro. Non, attendez, je vais vous répondre sur la mesure. Non, c'est de mieux soigner les gens moins cher. Non, ce qui est important aussi, c'est de réduire le déficit de la sécurité sociale et de solder la dette sociale qui pèse sur nos enfants et nos petits-enfants. Moi, là-dessus, je suis toujours partisan de réduire la dette et le déficit. Donc, on y arrivera dans les 3 ans. Les plus fragiles, pardonnez-moi, Olivier Véran. Les jeunes, les retraités, les chômeurs, c'est jamais enthousiasmant, je vous mentirais, c'est jamais enthousiasmant d'avoir des mesures d'augmentation de prix, d'augmentation de tarifs, etc. Là, en l'occurrence, le forfait hospitalier, il est pris en charge par les complémentaires santé.
Ça va représenter 180 millions d'euros qui sera dans un océan de Attendez, on peut en parler. C'est pas vous qui me direz le contraire. Les primes des complémentaires santé, elles ont déjà augmenté, je crois, de plus de 200 millions depuis le début de l'année, avant qu'on touche au ticket modérateur. Jérôme Marty et Camille Anglade. Elles vont réaugmenter, c'est-à-dire que de dire que c'est les complémentaires qui le prennent en charge, qui payent les complémentaires, c'est le principe mutualiste, ce sont les patients, donc c'est l'augmentation des cotisations derrière. Donc ce forfait hospitalier, qui, on le rappelle quand même pour les téléspectateurs, c'est la part qui reste la part du forfait hôtelier, c'est pas les soins, mais c'est la part hôtellerie de l'hôpital qui reste à charge, que ce soit les complémentaires ou que ce soit le patient. Ça n'avait pas bougé depuis 2010, on fait un rattrapage sur l'inflation depuis 2010, donc ça fait à peu près 2 euros. Après, la vraie question, c'est la pertinence de l'hospitalisation. Si on peut réduire l'hospitalisation, on va réduire le forfait hospitalier aussi. C'est par là, de toute façon, qu'on a compris, c'est par là, évidemment, que veut commencer Agnès Buzyn, on l'a bien compris. Non, mais le raisonnement est intéressant parce qu'il nous dit que ça n'avait pas augmenté depuis plusieurs années, et c'est vrai. Donc il faut que la France se donne les moyens de sa ambition, donc il faut augmenter un certain nombre de choses. Si on prend les généralistes, je rappelle quand même qu'en 83, la consultation était à 11 francs, ce qui correspond en euros constants, à 22 euros, ce qui veut dire qu'en 33 ans, la consultation du médecin généraliste a été augmentée de 3 euros. En 33 ans. Donc il va falloir quand même qu'on se saisisse de tous ces problèmes-là de façon sérieuse. Bon, vous êtes assez d'accord. On est sérieux, j'ai noté que vous étiez ouvert, que la ministre faisait vraiment du bon boulot. Moi, je salue parce que ça fait... Non, mais c'est vrai, hein. Elle connaît son boulot, c'est une... Alors, un point, il faut soutenir. Un point encore que je voudrais soulever ce soir avant qu'on se quitte. Agnès Buzyn, elle le dit, hein, elle n'a pas de tabou sur l'universalité des allocations familiales. Elle ouvre la porte à ce débat sur la suppression des allocs. On gagne plus de 8 000 € par mois. Ça a du sens de recevoir 32 €, voilà la phrase de la ministre. Économie à la clé, 440 millions d'euros par an, c'est pas rien, effectivement. Olivier Véran, vous êtes à fond sur ce dossier, j'allais dire. Parler de manière triviale. Oui, j'ai exprimé le souhait, qu'à titre personnel, j'ai exprimé mes convictions sur le sujet, en employant exactement les mêmes outils de mesure. Et puis, moi, je suis satisfait parce qu'il y a une mission d'information parlementaire qui démarre sur la politique familiale. Là, on s'attache à parler de 500 millions d'euros. La politique familiale, c'est 70 milliards dans notre pays. C'est très important, une politique nataliste forte. L'universalité, c'est un faux débat. Les allocations, c'est pas l'alpha et l'oméga de l'universalité. L'universalité, c'est avant tout le quotient familial. Vous avez une vingtaine de prestations que perçoivent les familles. Le monde ne va pas s'effondrer si on enlève 30 € aux revenus les plus aisés pour les redistribuer vers les familles les plus modestes. Attention, c'est le symbole aussi, et c'est peut-être une première brèche dans l'universalité de notre système de sécurité sociale. Parce que, pardon, la maladie est un risque, le cancer est un risque, le chômage est un risque. Avoir un enfant quand on a 10 000 € par mois, ne peut pas être considéré comme un risque. Donc il ne faut pas mettre les choses sur le même... Vous parlez de la mission parlementaire qui va avoir lieu. Édouard Philippe, le Premier ministre, a dit qu'il voulait un grand débat pour l'an prochain sur cette question-là. Mais est-ce que vous êtes sûr d'avoir justement le soutien d'Agnès Buzyn en premier lieu? Alors elle dit qu'elle n'a pas de totem ni tabou, mais Édouard Philippe, on en est moins sûr. Même Emmanuel Macron, je ne suis pas sûre qu'il soit... favorable à la fin de l'universalité des allocations. On sait que la France Insoumise, c'est une question. Si la France Insoumise n'est pas d'accord, j'arrête tout de suite. Si la France Insoumise n'est pas d'accord, j'arrête tout. C'est une manière de dire à droite, il risque pas. À droite, ça risque aussi d'électriser quand même. 81% de la population interrogée dans les enquêtes d'opinion, qui valent ce qu'elles valent, est favorable à ce type de mesure. Je ne dis pas qu'il faut aller à tout prix vers ça. Je dis juste que, pour moi, il ne doit pas y avoir de tabou. On a une majorité En Marche qui est là pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de tabou, qu'on puisse avancer dans le sens de l'intérêt général. C'est pour dire que ce que je souhaitais, c'est qu'il y ait une concertation. Il y a quelques années, j'aurais dit ça, tout le monde serait tombé. Tout le monde serait tombé dessus. Là, aujourd'hui, on voit que finalement, c'est un sujet dont on peut arriver à débattre et à parler. La finalité de la réforme, c'est pas de faire des économies. La finalité de la réforme, c'est de considérer que ce qui est du domaine du symbolique, dans un foyer comme le mien, avec ma femme qui est médecin, et oui, les couples de médecins, c'est terrible. Et moi qui suis député, les 30 € par mois qu'on touche pour notre deuxième enfant, pour nous, c'est symbolique. Pour une famille qui a des revenus plus faibles, eh ben, c'est pas du symbole. C'est tout. Et on est là aussi pour faire ça. Pas tout de suite, mais il y a quand même un amendement qui sera déposé par une poignée de députés cette semaine. Non, il n'y a pas d'amendement qui a été déposé, en tout cas pas par le groupe majoritaire. Donc finalement, vous me faites peur. Vous reculez en fait. Mais non, c'est pas un recul. On ouvre la discussion, mais pas pour tout de suite. Il n'y a jamais eu question. Dès la première fois que j'en ai parlé, j'ai dit que ce n'est pas dans le projet de loi. Pas dans le projet de loi, il n'y a pas d'amendement. Par contre, on en débat, on concerte. On n'agit pas comme ça à la va-vite. On concerte les associations familiales. On a une discussion avec le pays aussi sur cette politique familiale, qui encore une fois est importante. Il ne s'agit surtout pas de la remettre en cause. Merci messieurs les médecins d'être venus nous voir ce soir. Olivier Véran. Ça vous change d'habitude. C'est passionnant. Gérald Kierzek, merci beaucoup. Merci docteur Jérôme Marty. Merci Olivier Véran, Camille Anglade. 21h52. C'est l'heure de retrouver dans quelques instants Grand Angle. Bonsoir.